Bueno, muy buenas tardes a todos. Como decíamos ayer, Marta, pasas Como decíamos ayer, la vicerrectora de internacionalización, Carmela Calés, que ayer no pudo asistir, finalmente vendría hoy y va a ser quien abra el acto de hoy. Así que le paso la palabra a Carmela. Muchísimas gracias, profesora, querida Luisa. Muchísimas gracias a las organizadoras. Buenas tardes a todas y a todos los asistentes. Bienvenidos, bienvenidas a este interesantísimo curso y a esta sesión de inauguración del curso oficial. Que además de ser una temática interesante, como ahora mismo pues comentaré, es una pregunta y justamente esta pregunta que se hace para este curso, realmente es el punto de partida de lo que creo que tiene que ser cualquier actividad en el seno de una universidad. Cómo nos gobierna el neoliberalismo desde las instituciones a la subjetividad. Desde luego es tremendamente atractivo su formulación y la cuestión pues realmente es muy oportuna. Y en estos tiempos de crisis, no solamente sanitarias, sino las que sobrevendrán y que de hecho pues todavía perduraban después de los tiempos tan convulsos de la segunda década de este siglo, es, como digo, pues una temática más que bienvenida. Cada vez es más frecuente el vernos atrapados en algunas realidades sobre las cuales no hemos tenido opción, no desde luego ni a elegir, es que ni a opinar, y de repente nos vemos inmersos en ellas y nos parece siempre tarde porque nos ha arrasado algunas realidades como ha sido esta ola de neoliberalismo que nos ha enterrado en gran parte y que nos ha marcado en muchísimas de nuestras actividades, como reza la introducción y la reseña al curso. Así que realmente, como decía, oportuna, bienvenida, porque como universitarias y como universitarios, nuestra misión es evidentemente no dejar de aprender, no dejar de pensar, no dejar de cuestionar, a veces incluso no dejar de rebelarnos. Y sin lugar a dudas, todo ello para una cosa, que es la de evolucionar y hacer evolucionar a todos nuestros estudiantes y a toda nuestra comunidad y por ende a nuestra sociedad. No quiero alargarme mucho, simplemente dar las gracias en primer lugar al grupo de investigación MIRCO de multilingüismo, discurso y comunicación, por su existencia, por su actividad ya arraigada en nuestra universidad, en la Universidad Autónoma de Madrid, y por la organización de esta actividad interesantísima y que añade tan certeramente a nuestra internacionalización. Y por eso pues, me congratulo muchísimo de su propuesta, del apoyo que recibió por parte de la Comisión de Internacionalización, de todos los que nos ocupamos en esta universidad de la internacionalización. Y bueno, muchísimas gracias al profesor Laval, es un enorme honor tenerle hoy entre nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Y la pena es no estar interactuando con él en persona, pero desde ahora le puedo asegurar, porque me comprometo a ello y me ocuparé personalmente de que en cuanto sea posible el profesor Laval visite nuestro campus y tenga el recibimiento y en fin, las atenciones que se merece. Así que, bueno, pues nada más, disfrutemos muchísimo de esta charla, de este curso
y muchísimas gracias de nuevo a todos por la participación. Así que les deseo una muy venturosa asistencia a este curso tan interesante y tan importante. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Carmela, y vamos a iniciar ya la sesión. Espero que todo el mundo haya seleccionado el canal de lengua que quiere elegir. Os recordamos las preguntas y voy a pasar la palabra a Noelia Fernández, que va a presentar al profesor Laval. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy tengo el privilegio de presentar al profesor Christian Laval, investigador en la Universidad Paris X de Nanterre, que nos acompaña en la distancia y a quien saludo desde Madrid. Buenas tardes, profesor. Intuyo que muchos de... Buenas tardes. Intuyo que muchas de vosotras y de vosotros ya conocéis al profesor Laval, especialmente por sus obras recientes, como la trilogía escrita con el profesor Pierre Dardot. Y para la orientación de este seminario que hemos organizado nos interesa especialmente destacar la primera y la segunda obra de esta trilogía. En la primera de ellas, La nueva razón del mundo, ellos actualizan la perspectiva Foucaultiana de la gubernamentalidad neoliberal, considerando también cómo es asumida por la socialdemocracia de la mano de la tercera vía. Y en la tercera, La pesadilla que nunca acaba, la tercera obra de esta trilogía, ambos investigadores profundizan en cómo esta racionalidad neoliberal supone un vaciamiento democrático, especialmente del contexto europeo. Y bueno, también no queremos dejar de mencionar otras publicaciones como el segundo ensayo de la trilogía, Común, y otros trabajos recientes de autoría individual como La sombra de octubre, 1917-2017, y ya publicado en este año, Foucault, Bourdieu y la cuestión neoliberal. Todos ellos editados en castellano por Gedisa. Perdón. Además de sus publicaciones, cabe destacar la larga trayectoria investigadora de este pensador internacionalista. Es doctor en sociología, especialista en liberalismo y más particularmente en liberalismo utilitarista, si no me equivoco, y especialista también en historia de los sistemas educativos. Ha desarrollado, por lo tanto, una línea de investigación interdisciplinar entre la sociología, la teoría, la filosofía política, con una perspectiva histórica además. Y bueno, sin duda, la conferencia de hoy, bajo el título Las dos caras del neoliberalismo contemporáneo, nos va a ayudar mucho a entender el neoliberalismo. Así que no me extiendo más y ya le doy la palabra al profesor Laval. Bienvenido, un placer y tiene usted la palabra. Très bien, ben merci beaucoup de votre accueil. Merci à la vice-rectrice, merci à Louisa et merci à Noëlla qui ont tout fait pour que je puisse venir au mois d'avril, mais un virus évidemment a empêché cette organisation, mais je sais que ce n'est que partie remise et que j'aurai l'occasion de venir vous voir. En tout cas, ça sera pour moi un très grand plaisir de découvrir l'Université autonome de Madrid. Alors, je vous remercie de la présentation très, très généreuse que vous faites de mes travaux avec Pierre Dardot ou de mes travaux tout seul. Je suis effectivement particulièrement content de pouvoir avoir des contacts avec tous ceux qui s'intéressent au plan international, au plan européen et international à mes travaux. Alors, je suis d'autant plus content que vous vous intéressez à la question tout à fait centrale pour moi du néolibéralisme. Je dois dire que ce n'est pas toutes les universités du monde qui s'y intéressent comme vous le faites et je vous salue, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à cette question. L'université est souvent trop éloignée justement des grandes lignes de force qui transforment le monde. Je suis très heureux de voir que
vous comprenez, vous, l'autonomie universitaire comme un engagement dans les questions les plus urgentes, les plus brûlantes de la société. Alors, je suis aussi très content de pouvoir intervenir dans un cours qui s'appelle « Comment nous gouverne le néolibéralisme ?» parce que c'est précisément la question que je me pose depuis très longtemps, sur laquelle je travaille avec d'autres. Nous avons en France, à Nanterre, à l'université de Nanterre, constitué un groupe qui s'appelle le groupe d'études sur le néolibéralisme et les alternatives. Et donc, nous nous intéressons au néolibéralisme contemporain. Et c'est de cela dont je vais parler. Ça n'empêche pas, évidemment, au contraire, que nous nous intéressions à l'histoire du néolibéralisme. C'est très important, évidemment, d'avoir toutes les considérants, tous les éléments pour comprendre d'où vient le néolibéralisme, mais il est aussi très important de comprendre comment, aujourd'hui, il se transforme. En réalité, je ne voudrais pas trop pousser la comparaison, mais il y a quelque chose de viral, si je puis dire, dans le néolibéralisme. Et comme un virus, il y a des mutations. Et le néolibéralisme connaît des mutations qui n'ont pas été évidemment repérées dans les grandes analyses classiques, notamment celles que j'ai étudiées, celles de Foucault ou celles de Bourdieu ou d'autres. Donc, il s'agit d'un travail qui consiste à suivre mois par mois pratiquement ou année par année les transformations du néolibéralisme. Et c'est un peu de cela dont je vais vous parler. Alors, le néolibéralisme, on dit souvent un peu n'importe quoi sur ce que c'est. Finalement, le qualificatif néolibéral est utilisé très souvent, parfois trop souvent, à mauvais escient. Enfin, on en fait des usages parfois abusifs. Pour Dardot, pour moi, et comme dans la lignée, dans la filiation de Foucault, nous considérons qu'il y a néolibéralisme quand il y a un mode de pouvoir, une logique, si vous voulez, de marché ou de concurrence qui s'impose aux individus et qui les force à fonctionner comme des entreprises. Et plus encore, à fonctionner comme s'ils étaient identifiés à un capital. C'est ce qu'on appelle le capital humain. C'est très important finalement d'en revenir justement à cette idée que c'est la subjectivité elle-même qui est en réalité affectée, transformée par le néolibéralisme, dans la mesure où il impose une valorisation de soi, carrément un rapport quasiment capitaliste à soi-même, dans la mesure où il oblige d'une certaine façon, dans des situations de compétition, dans des situations de concurrence, à fonctionner selon une logique de la valeur. Voilà. Alors, ça, c'est le propos général, je vais y revenir plus en détail, mais au fond, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que le néolibéralisme prend des formes différentes. Selon les pays, selon les périodes, il y a des types de néolibéralisme qui se dégagent aujourd'hui et qu'il importe de distinguer. Alors, je vais essayer de vous parler de cela en distinguant deux grands idéotypes. Donc là, j'utilise, pour ceux qui ont fait de la sociologie, un lexique, un vocabulaire de Max Weber. Max Weber, finalement, c'était quelqu'un qui effectivement pensait qu'il fallait dégager des grands types comme ça pour mieux comprendre la réalité. Donc, je vais dégager d'un côté un néolibéralisme autoritaire, on pourrait dire aussi nationaliste et autoritaire, et un néolibéralisme alors écolo-social. C'est moi qui ai inventé ce terme, il n'est peut-être pas très bon, mais enfin, je préciserai ce que j'entends par un néolibéralisme qui se veut à la fois écologique et qui voudrait, au fond, proposer un nouveau modèle social. En tout cas, c'est ce que l'on perçoit dans l'expérience politique française. Je ne sais pas donc si on peut l'étendre à d'autres situations nationales. Alors, je reviens un instant sur ce qu'on entend par néolibéralisme.
je vais reprendre un petit peu les éléments. Au fond, pour nous, je dis pour nous, c'est-à-dire pour Dardot et moi-même, pour Pierre et moi, nous avons considéré que la définition la plus précise, la plus intéressante, au fond, c'était celle de Foucault quand il désignait par là une rationalité politique qui est devenue aujourd'hui mondiale. Et nous avons voulu préciser un petit peu cette affaire en disant que c'est une logique normative qui s'étend à tous les comportements, à toutes les conduites, dans tous les champs de la société et qui applique dans tous les champs de la société et jusqu'à l'intime, jusqu'à l'intimité subjective, cette logique du capital dont je parlais tout à l'heure, cette logique de la valorisation de soi. Alors, c'est un projet absolument radical, c'est-à-dire que pour nous, le néolibéralisme, ce n'est pas du tout une petite idéologie comme ça qui va disparaître, c'est une vraie transformation du monde et des êtres humains qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec le conservatisme traditionnel, le conservatisme bourgeois qui veut défendre la situation, qui veut défendre le statu quo. Au contraire, il y a dans le projet néolibéral une dimension très, qu'on peut dire, révolutionnaire, un projet radical de transformation du monde. Et c'est pourquoi le néolibéralisme a cet aspect offensif, parfois même très agressif, et qu'il s'impose souvent par la force, par la séduction, on le verra, mais aussi par la force. Et c'est un mode de gouvernement, c'est comme ça que Foucault l'abordait, un mode de gouvernement des individus, un mode de gouvernement des conduites, comme il le disait, mais ce qu'il n'avait pas encore vu à la fin des années 70, ce qu'il ne pouvait pas voir, c'est que ce mode de gouvernement était devenu ou allait devenir un véritable système mondial qui était commandé au fond par l'impératif, par l'exigence de son propre auto-entretien et de son propre développement. Alors vous voyez que pour nous, ce n'est pas du tout une affaire comment dire, de retour du vieux libéralisme d'Adam Smith, etc. Et c'est surtout pas non plus à confondre avec ce qu'on appelle parfois l'ultralibéralisme, les versions libertariennes qui voudraient, par exemple, anéantir l'État. Le néolibéralisme a besoin de l'État. Il a besoin de l'État, il a besoin d'un État fort. C'est une grande erreur qu'on a pu faire, que beaucoup ont pu connaître en disant que le néolibéralisme, c'était l'extinction de l'État, la fin de l'État. Non, pas du tout. Le néolibéralisme, c'est au contraire la mobilisation de l'État pour la transformation de la société selon la logique de marché. Et c'est très important de le rappeler. Alors évidemment, on peut y trouver des comment dire, des formes d'attaque de l'État. Oui, bien sûr, le néolibéralisme attaque l'État social et réduit l'État social. Mais par contre, il développe des formes de l'État, des formes répressives en particulier de l'État, qui lui sont absolument nécessaires. Ce que nous avons développé par ailleurs dans le cauchemar qui n'en finit pas, que Noëlla a bien voulu citer, ce que nous n'avions pas analysé dans la nouvelle raison du monde, c'est le fait que le néolibéralisme fonctionne à la crise, fonctionne par la crise. Son moteur, au fond, c'est la crise, c'est-à-dire qu'il s'élargit, s'approfondit, se radicalise à partir des crises. Et c'est vraiment la leçon, je crois, qu'on doit tirer, par exemple, des suites de la crise financière de 2008. On a pu dire à un moment donné que le néolibéralisme allait s'arrêter d'un coup, comme par miracle, parce que il y avait la crise des subprimes et qu'on voyait bien que la libération du marché financier était une catastrophe. En réalité, on s'est aperçu que non seulement le néolibéralisme continuait, mais qu'il s'étendait de plus en plus. Donc, il fonctionne par la crise. Et il se sert des crises pour accélérer sa dynamique. Toute crise, en fait, est interprétée, à la limite, dans
les propres termes du système, dans la grille du système. Et ça s'explique pour des raisons évidemment sociologiques sur lesquelles je ne reviens pas, sur la façon dont ceux qui nous gouvernent précisément sont eux-mêmes gouvernés. Il ne faut jamais oublier que les gouvernants sont eux-mêmes gouvernés par des logiques qui les dominent, hein. Des logiques, ou vous qui êtes des linguistes, ou par des schèmes lexicaux qui s'imposent à eux, hein. Alors, ce qui est nouveau, et c'est un peu ça que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que bien, la crise sur laquelle prospère aujourd'hui une certaine forme de néolibéralisme, c'est une crise majeure, c'est la crise politique, c'est la crise de la démocratie représentative, c'est la crise des vieux schémas du libéralisme politique. Et c'est pourquoi le néolibéralisme change de visage, me semble-t-il. Pendant tout un temps, je dirais à partir des années 80-90, le néolibéralisme essaie de se faire passer pour finalement un gentil libéralisme qui défendrait les libertés individuelles, qui serait totalement compatible avec l'état de droit et même qui serait porteur de l'état de droit. C'est le grand thème nord-américain du marché de la liberté, du marché de la démocratie, au nom de quoi évidemment on est intervenu un peu partout, on a envoyé les armées un peu partout pour imposer un certain ordre du monde. Ce qu'on avait oublié, enfin, c'est que le néolibéralisme, d'une certaine façon, était intrinsèquement autoritaire et avait une dimension autoritaire très forte. On avait oublié dans les années 90, justement, que le néolibéralisme, ce n'était pas du tout la démocratisation. Et pour nos collègues et amis et auditeurs latino-américains qui m'écoutent en ce moment, ils savent mieux que quiconque, ils savent beaucoup mieux que les Européens, que le néolibéralisme a d'abord pris le visage plus qu'autoritaire, dictatorial, tyrannique, despotique et violent du pinochetisme et des coups d'État, hein. Et au fond, c'est un peu ce qu'on voit réapparaître aujourd'hui à un moment de crise profonde de la démocratie politique. Alors, comment comprendre ces visages différents du néolibéralisme contemporain ? Je passerai rapidement sur les typologies qui nous sont proposées aujourd'hui. Mais elles sont intéressantes néanmoins. Elles nous aident à nous repérer un peu dans les réalités d'aujourd'hui. D'abord, je voudrais évoquer l'opposition qui me semble assez intéressante d'un point de vue heuristique, proposée par Nancy Fraser. Nancy Fraser, qui est une philosophe nord-américaine qui enseigne à New York et qui utilise des interprétations, des grilles d'interprétation de type gramscien. Alors, ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'elle oppose deux types de néolibéralisme, en partant évidemment des réalités des États-Unis. Elle oppose le néolibéralisme progressiste, c'est-à-dire une grande coalition assez curieuse, assez bizarre, entre des mouvements qui cherchent, des mouvements minoritaires qui cherchent à se faire reconnaître, à faire reconnaître des droits spécifiques. En particulier, elle insiste beaucoup sur le mouvement féministe, mais aussi sur les mouvements gays, les mouvements LGBT, mais aussi sur d'autres mouvements, en particulier les mouvements écologiques. Et elle dit, à un moment donné, il y a eu une sorte de bloc qui s'est constitué, de bloc hégémonique, hein, pour reprendre l'expression de Gramsci, entre ces mouvements-là, éminemment progressistes, au sens de la défense et de la promotion des droits des minorités, et bien
le monde de la finance, du capitalisme financier, qui se sont alliés et qui ont constitué finalement cette coalition qui a donné à un certain moment ce qu'on appelait la troisième voie, un néolibéralisme à visage humain et démocratique, libéral au sens, je dirais, le plus ancien, c'est-à-dire comme une défense des libertés en général. Elle oppose donc cette coalition qui dominait, par exemple, à l'époque de Clinton, qui dominait aussi dans la période Obama, au néolibéralisme réactionnaire qui est incarné à ses yeux par Trump. Lui-même héritier d'une longue tradition d'extrême droite aux États-Unis. Bon, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle ne se trompe pas en désignant Trump et le trumpisme comme une forme de néolibéralisme. Je crois que c'est un point extrêmement important. La deuxième typologie, si je puis dire, la deuxième opposition, je l'ai trouvée chez un auteur qui me semble très important et je ne sais pas s'il est traduit en espagnol. C'est un chercheur états-unien, nord-américain, qui s'appelle Quinn Slobodian et qui a écrit un livre sur l'histoire du néolibéralisme qui s'appelle Globalist. Et je trouve que ce livre est intéressant. Enfin, avec Pierre Dardot, on l'a trouvé particulièrement intéressant parce que justement, il abordait des pans entiers du néolibéralisme que nous n'avions pas abordés dans la Nouvelle Raison du Monde. Donc, il nous a semblé qu'il nous montrait à quel point nous avions été lacunaires et insuffisants à l'époque où nous écrivions ce livre. Donc, c'est un parfait complément, en tout cas, de ce que nous avions écrit. Mais ce qui est intéressant chez Slobodian, c'est qu'il montre d'une certaine façon que le néolibéralisme s'est très tôt divisé entre une composante globaliste qui cherche donc à constituer, à construire un ordre du monde avec ses propres règles, sa propre légalité, ses propres fonctionnements, ses propres institutions. Et ça, c'est bien connu. Et c'est vraiment là-dessus que nous avions insisté dans la nouvelle raison du monde. Si on avait appelé ça la nouvelle raison du monde, c'est parce qu'on pensait que le néolibéralisme était un globalisme, c'est-à-dire une construction globale. Et que cela expliquait pourquoi le néolibéralisme était devenu un système mondial. Il n'était pas devenu un système mondial comme ça, il était devenu ce système mondial parce qu'il y avait il y avait eu une construction d'institutions qui avaient permis justement l'organisation de la concurrence générale. Mais ce que montre Slobodian, c'est que justement, il y avait une autre composante qu'on avait moins vue, qui était une composante nationaliste. Un nationalisme très, très violent, qui finalement a plutôt un caractère agressif, qui conteste toute loi internationale, toute institution internationale, parce que finalement, cet ordre mondial, ces cadres mondiaux, ces lois mondiales, finalement, sont des contraintes inacceptables par rapport à la liberté. Liberté qui est d'abord la liberté d'un pays, la liberté d'une nation. Et donc, il y a une forme de néolibéralisme qui associe le nationalisme le plus intransigeant, celui qu'on voit par exemple chez Trump, et d'un autre côté, donc la liberté de faire absolument ce qu'on veut. Quand Trump sort des accords de Paris sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est typiquement, finalement, l'association de la liberté la plus totale
et du nationalisme. Donc, il y a là un refus du globalisme, un néolibéralisme anti-globaliste, refusant tout super gouvernement mondial. Et donc, on a cette figure nouvelle d'un souverainisme absolu, radical, qui nous renvoie à une très vieille histoire d'ailleurs de l'État occidental, et d'une apologie de la concurrence parfaitement libre, etc. Bon, donc on a ces deux types d'opposition qui me semblent extrêmement intéressantes pour avancer dans l'analyse du néolibéralisme contemporain. D'un côté, Nancy Fraser, opposition néolibéralisme progressiste et néolibéralisme réactionnaire, et puis chez Slobodian, opposition entre globalisme et souverainisme néolibéral. Alors, je crois que il faut, pour avancer un peu plus, revenir sur le néolibéralisme autoritaire. Je vais d'abord parler du néolibéralisme autoritaire, tel que je le vois, et je parlerai ensuite de l'autre forme du néolibéralisme. Alors, je crois que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce n'est pas seulement au trumpisme, c'est un phénomène beaucoup plus général et qui témoigne d'une crise politique majeure, celle de la démocratie représentative de type libéral. Je crois qu'on a toute une série de visages en tête, des Bolsonaro, Salvini en Italie. On a en Europe les phénomènes du Brexit, etc. On a en général partout en Europe une montée de l'extrême droite qui, tous ces signes convergent vers cette crise globale de la démocratie libérale. Cette crise, elle ne vient pas seulement du haut, elle ne vient pas seulement des dirigeants, elle ne vient pas seulement des partis. C'est une crise très profonde qui est liée à des effets subjectifs de masse provoqués par le néolibéralisme. Il ne faut pas seulement se demander comment le néolibéralisme nous gouverne, mais comment le néolibéralisme, au fond, provoque des formes de refus de gouvernement néolibéral, si je puis dire, des formes de refus, mais qui vont dans un sens extrêmement autoritaire, qui sont des attentes ou des appels à l'autorité, voire à la répression, etc. À quoi assiste-t-on? Bon, je vais simplifier peut-être, mais à un refus de plus en plus important de masse d'électeurs, des classes populaires ou une partie des classes moyennes, de la représentation au sens politique traditionnel, de la représentation parlementaire, de la représentation même par les syndicats, représentation par le système institutionnel en général. C'est ce qu'on appelle en France, je ne sais pas si il y a un terme équivalent en espagnol, ce qu'on appelle en France le dégagisme. Dégager, c'est-à-dire au fond, les électeurs veulent dégager les dirigeants qui sont en place. On peut aussi appeler ça, mais c'est un terme beaucoup plus difficile encore à manier, le populisme. En tout cas, c'est le sentiment que les élites, les oligarchies dominantes ont trahi le peuple et que donc il faut les chasser. Et ce phénomène est, comme je le disais tout à l'heure, absolument général. On aurait beaucoup à dire, il faudrait beaucoup de temps pour analyser les causes de ce phénomène-là. Constatons d'abord qu'il s'agit d'une perte générale, une perte très profonde de légitimité des institutions et des partis, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils sont tous identifiés donc à ce que certains appellent le système. Et ce qui est évidemment très problématique, c'est que, en effet, il y a système.
C'est-à-dire, d'une certaine façon, ce refus du système a des fondements solides, puisque, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le néolibéralisme s'est fait système, s'est transformé en système. Alors, comment envisager cette crise? Je crois que c'est assez simple. Il y a une crise du politique du fait même que les dirigeants ne dirigent pas autant, ne sont pas les maîtres, ne sont pas les souverains comme ils prétendent l'être, du fait même qu'ils sont pris dans toute une série de contraintes, toute une série de coercitions, et plus encore, ils sont pris dans une logique qui a amené l'État à importer dans chacun des pays les contraintes globales. Je crois que c'est un point très important à souligner. C'est l'objet, je fais une petite parenthèse, c'est l'objet du prochain livre que nous allons publier avec Dardot, qui sera en librairie au mois d'août. C'est une histoire, une grande histoire, une grosse histoire de la souveraineté de l'État en Occident. Ce que nous essayons de montrer, c'est que l'État contemporain n'a pas complètement perdu sa souveraineté. Il a une fonction nouvelle qui consiste à utiliser les armes de la souveraineté, les armes traditionnelles de la souveraineté, pour introduire dans chacun des pays et imposer à chacune des populations des contraintes externes, des contraintes globales, des contraintes mondiales, en particulier des contraintes de la concurrence, qui a comme fonction d'adapter les populations à un système concurrentiel mondial. Et de fait, il ne peut pas abandonner les armes classiques de la souveraineté, et à commencer par les instruments de violence qui lui sont propres. La militarisation de la police qu'on constate partout, à peu près partout dans le monde, alors à des degrés divers en Europe. En France, c'est tout à fait palpable, c'est tout à fait sensible qu'on a affaire à une police militarisée qui utilise de plus en plus une violence directe contre tous ceux qui s'opposent précisément aux mesures qui sont prises. Donc, il y a une crise générale de la représentation politique, et ce qui est en train de se passer depuis d'ailleurs un certain nombre d'années, c'est que la remise en cause du système profite à l'extrême droite. Les mouvements altermondialistes, les mouvements de contestation progressistes n'ont pas suffisamment réussi finalement à cristalliser le mécontentement dans un projet politique cohérent. Et donc, pour l'instant, c'est l'extrême droite qui l'emporte un peu partout, en tout cas qui profite de cette opposition, au détriment des alternatives démocratiques qui sont assez affaiblies. Donc, le néolibéralisme autoritaire, nationaliste, constitue une réponse politique, mais une réponse politique perverse aux formes, à la déstabilisation sociale provoquée par le néolibéralisme. Bon, je n'insiste pas sur la déstabilisation sociale, vous savez ça aussi bien que moi, la montée de la pauvreté, de la précarisation, les menaces finalement qui portent sur le cadre de vie, tout ça constitue une déstabilisation qui conduise à un appel à de l'autorité, à de la protection, etc. Et la machine idéologique de l'extrême droite est très efficace. Elle transforme systématiquement les dimensions du social, le social, en identitaire. Elle transforme la revendication tout à fait légitime, la revendication économique, la colère devant les inégalités, en appel finalement à une protection de type répressif,
contre les minorités, contre les étrangers, etc. Et même maintenant contre les intellectuels, contre les scientifiques, etc. Et en même temps, bien l'ouverture économique conduit à l'idée selon laquelle il n'y a de salut, il n'y a de protection que dans une communauté nationale fermée. Et je crois que ce qui est particulièrement problématique, je fais une petite parenthèse, on y reviendra peut-être, ce qui est tout à fait problématique dans les réactions qu'il y a eu à la crise de la pandémie, c'est précisément l'idée selon laquelle chaque État, chaque communauté nationale pouvait se défendre toute seule et n'avait pas besoin des autres. Alors évidemment, il y a toute une série de problèmes qui se posent à cela. Comment ce néolibéralisme autoritaire peut-il concilier, rendre compatible une rationalité des conduites structurées par la concurrence et donc par une forme d'individualisme radical, et d'autre part un autoritarisme de type nationaliste. Ça ne veut pas tout à fait de soi. Une des hypothèses que j'ai formulées dans le texte, c'est qu'il y a une très grande homologie en fait entre un schéma d'autorité traditionnelle, celle du père, celle du mari, celle du chef en général, et d'autre part l'autorité exercée par la richesse, le capital, etc., le chef d'entreprise. C'est quand même tout à fait fascinant de voir que, par exemple, des électeurs d'origine populaire, assez traditionnalistes dans leur manière d'être ou de vivre, de penser, élisent un type comme Trump, qui est d'abord et avant tout ce chef d'entreprise qui a réussi. Bon, il y a d'autres problèmes qui se posent, mais je passe rapidement. Est-ce qu'on a affaire à du fascisme ? Aux États-Unis, il y a tout un courant de pensée qui identifie le trumpisme à une nouvelle forme de fascisme. Alors, ce qui est problématique en fait dans cette assignation, dans cette définition, c'est que le fascisme historique, il a quand même des caractéristiques bien précises, et en particulier le fait d'encadrer l'économie, de réinscrire l'économie dans l'État, et de n'être pas forcément très, très favorable au libre marché. Alors que là, on a quelque chose d'assez spécifique qui peut prendre effectivement des aspects ouvertement fascisants, c'est-à-dire particulièrement violents, avec des mobilisations de milices, etc. Je pense au Brésil en particulier, il y a des aspects assez ressemblants avec le fascisme historique, mais aussi des nouveautés, parce que le fascisme n'était pas un néolibéralisme du tout. Bon, alors voilà, il faut essayer de penser ce néolibéralisme de type autoritaire qui s'étend dans le monde, qui gagne au fond, et qui, par exemple, en France, est incarné par quelqu'un comme Marine Le Pen. Je signale que aux dernières élections présidentielles, elle était au deuxième tour des élections, et que les sondages pour la prochaine élection présidentielle en 2022 ne la donnent pas gagnante, sans doute, mais face à Macron, parce qu'on rejouerait la même opposition, elle aurait quand même, elle ne serait pas très loin des 50%. Donc il y a une réelle menace qu'elle puisse l'emporter. Alors, puisque je parle de Macron, eh bien, justement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'a pas affaire de l'autre côté, un autre visage du néolibéralisme qui se cherche, qui n'est pas encore très bien défini, en tout cas qui essaye de se définir contre le néolibéralisme autoritaire et nationaliste.
Et je pense qu'en France, on est assez bien placé pour voir comment essayer de se construire ce nouveau visage, un nouveau visage du néolibéralisme qui serait beaucoup plus sympathique, apparemment beaucoup plus sympathique en tout cas, que le néolibéralisme nationaliste d'un Trump. Alors, je l'ai appelé une expression un peu bizarre, un néolibéralisme écolo-social. Alors, je commencerai plutôt par le social, c'est-à-dire que évidemment c'est un néolibéralisme, donc il n'est pas social. C'est pour ça que l'expression est un peu bizarre. Il n'est pas social, il est antisocial d'une certaine façon. Il va contre l'État social. Les grandes réformes qui ont été promues et qui ont été interrompues par le virus sont des réformes typiquement néolibérales qui attaquent le système de chômage, le système d'indemnité de chômage et le système des retraites. De la même façon, Macron a commencé par s'attaquer au droit du travail, au droit du licenciement, etc. Donc on est vraiment dans un cadre très classique du néolibéralisme. Un néolibéralisme donc, qui s'attaque à l'État social, qui veut l'érosion, l'altération du modèle social. Mais en même temps, ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a un vrai projet social, un vrai projet de société, un vrai modèle de comportement et de conduite. Alors, quel est-il? Il n'est pas exactement celui décrit par Foucault, ce n'est pas exactement celui de Gary Becker, du capital humain, etc. Ce n'est pas très loin, mais il y a des thèmes assez nouveaux qui sont intéressants à repérer. Par exemple, le fait que Macron et les penseurs qui sont autour de lui insistent beaucoup sur l'émancipation individuelle et sont très attachés finalement à tenter des liens, à tenter de tisser des liens avec justement des mouvements féministes, éventuellement avec des mouvements LGBT, mais surtout avec le mouvement écologique. Il y a un travail, si vous voulez, de récupération très intense qui forme un projet, un travail très intense autour de la thématique de l'émancipation individuelle. Émancipation par le travail, par l'effort, par la culture aussi, l'entreprise, bien entendu, contre toute forme d'assignation à résidence, toute forme d'immobilité sociale. Alors, on est dans un cadre parfaitement individualiste, parfaitement, donc encore une fois, néolibéral, mais avec une tonalité assez intéressante qui est assez proche de ce que Nancy Fraser appelle le néolibéralisme progressiste. Il y a donc dans cette analyse quelque chose qui mérite d'être relevé. C'est le fait que l'individu doit voir ses potentialités maximisées. Et ceci doit se faire à travers justement de nouveaux cadres d'activité, en particulier l'auto-entreprise et ce qu'on appelle l'ubérisation. L'ubérisation, c'est le fait que les classes populaires, là je vous parle d'un projet politique, l'ubérisation comme projet politique, c'est le fait que les classes populaires donc, puissent accéder à l'autonomie économique en devenant précisément des êtres qui pourront révéler tous leurs talents, toutes leurs capacités, utiliser toutes les opportunités, là j'utilise le langage de ce projet, pour précisément se sortir de leurs conditions sociales et trouver la reconnaissance qu'ils méritent. Alors, on dira évidemment que tout ceci est de l'idéologie, bien entendu, nous serons tout à fait d'accord, mais il importe de remarquer qu'il s'agit aussi de toute une série de mesures qui trouvent un écho dans les classes populaires et notamment
parmi les groupes issus de l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a un véritable écho et un enchaînement, si je puis dire, de conduites qui vont dans cette direction-là. Donc, le premier point, donc, il s'agit de considérer l'individu comme un potentiel. Là, je cite une expression utilisée par des amis de Macron, des conseillers de Macron, et ils disent l'individu doit être considéré comme un potentiel à réaliser de façon optimale. Donc, on n'est pas très loin du capital humain, je vous l'accorde, on n'est pas très loin de cette subjectivité de type capitaliste, mais on voit que ça s'étend finalement à toute une série de domaines et de classes sociales qui, jusqu'à présent, avaient été laissés de côté. Bon, alors, l'autre aspect, c'est… alors, bon, un mot encore là-dessus, j'allais oublier, c'est quand je disais projet politique, Macron a comme projet, alors ça fait beaucoup rire pour ceux qui connaissent un peu la France, de transformer la France, je dis bien transformer la France, hein, c'est vraiment le projet, en une start-up nation. Une nation start-up, hein. Start-up nation, parce que c'est dit en anglais, hein, parce que c'est très important que Macron et ses conseillers parlent anglais. Hein. Transformer la France donc en une nouvelle nation qui serait une start-up, c'est-à-dire qui serait totalement structurée par l'innovation et tournée complètement vers la compétitivité. Bon. Alors, il n'y a pas que cela, il y a un autre aspect très important, si on veut bien comprendre comment pourrait se transformer le néolibéralisme, il y a une autre dynamique qui a été mise en route et qu'il faut suivre attentivement. C'est ce que j'appelle le néolibéralisme écologique ou l'écologie néolibérale. Une écologie qui s'appuierait sur la finance. Qui mobiliserait la finance, qui développerait les investissements à impact environnemental, qui aiderait systématiquement les entreprises à se transformer par justement une finance mixte associant le public et le privé, et qui trouverait surtout dans l'économie verte de nouvelles occasions de profit. Ça, je pense que c'est très, très important de ne pas sous-estimer la capacité de conversion, alors sans doute superficielle, qui n'évitera pas la catastrophe climatique, mais en quelque sorte une conversion du néolibéralisme à l'écologie. Alors, évidemment, on comprend ce que cela peut entraîner d'illusions, bien sûr, parce que pour l'essentiel, il s'agit de gouverner la crise climatique, c'est-à-dire d'utiliser la crise climatique à la façon néolibérale, en s'appuyant d'abord sur l'idée que la crise climatique est une affaire individuelle, que ce n'est qu'en changeant le comportement de chaque individu qu'on évitera la crise, que la transition écologique n'est pas du tout une question systémique, mais une question finalement d'individu. Et donc, c'est tout un ensemble de discours, de mesures, etc., d'incitations fiscales et de désincitations fiscales qui vont dans ce sens-là. Alors, il est vrai que cette écologie néolibérale a très mal commencé en France. Elle a très mal commencé parce qu'elle a commencé avec l'augmentation de la taxe carbone sur les prix des carburants et que cela a touché très directement les classes populaires qui se sont assez massivement révoltées et ça a donné le mouvement, je crois, assez bien connu des Gilets jaunes. Mais le néolibéralisme écologique n'a pas dit son dernier mot. Donc, je crois que, pour résumer mon propos, nous sommes devant un champ politique mondial assez clivé, assez polarisé. Si on veut observer bien les choses, d'un côté, le néolibéralisme prend un visage
très dangereux, très agressif, très menaçant pour toutes les libertés. Et les États-Unis, l'Amérique latine et une partie de l'Europe sont concernés par ces transformations. Donc, on peut dire que la démocratie de type libéral est en crise du fait du néolibéralisme et elle débouche sur des formes politiques nouvelles extrêmement dangereuses. Mais d'un autre côté, un nouveau néolibéralisme se cherche aussi du côté d'un individualisme renouvelé, repensé, ubérisé et écologisé. Et donc, il faut être, je pense, très attentif à ces deux formes qui, aujourd'hui, apparaissent en opposition l'une avec l'autre. Mais cette opposition elle-même peut constituer le grand piège pour les forces progressives, pour tous ceux qui voudraient dépasser le néolibéralisme, parce que précisément, ces deux formes sont des pièges pour l'opposition, pour le mécontentement. D'une certaine façon, ces deux formes montrent la plasticité extraordinaire du néolibéralisme, sa capacité fantastique à absorber les oppositions et à finalement démentir tous ceux qui pensent que le néolibéralisme peut disparaître de lui-même du fait de ces crises. Non, le néolibéralisme est un art, on peut dire que c'est un art, c'est une technique, disait Foucault, mais c'est un art assez subtil, qui est lié d'ailleurs à la plasticité du capitalisme lui-même, d'absorber les chocs, de les intégrer et de se transformer. Voilà, ben je vous remercie, j'étais un peu long, je vous remercie de votre attention. Et puis, maintenant, place aux questions et à la discussion. Muchísimas gracias por la conferencia, profesor Laval. ¿Se me escucha bien? ¿Conectado el audio? Sí, creo que sí. Bueno, muchas gracias por su conferencia. Al hilo de sus reflexiones y sobre la necesidad que usted señalaba de identificar los diversos tipos de neoliberalismo actuales y en el contexto actual de pandemia, ¿usted cómo cree que este contexto de pandemia influye sobre el neoliberalismo, estos tipos de neoliberalismo y sobre nuestro análisis? ¿Y cómo podría profundizar un poco usted sobre esta relación entre neoliberalismo y pandemia? Muchas gracias. Attendez, je me verse un petit verre d'eau et je vous réponds. Bah, écoutez, oui, nous avons vécu à peu près, je pense, de la même façon, à quelques semaines d'écart, la crise de la pandémie, avec ses aspects les plus tragiques. Moi, il m'a semblé, si vous voulez, qu'il y avait plusieurs aspects contradictoires dans les conséquences de la pandémie. D'un côté, je me suis dit qu'il y avait une réaction sociale, bon sens du terme, ce que j'ai appelé un ressort civique très profond, qui allait absolument contre la rationalité néolibérale, contre la logique normative. Parce qu'elle était fondée sur ce que les sociologues ont appelé depuis longtemps la solidarité, la réciprocité, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous nous sommes rendus compte que nous dépendions tous des autres, que nous étions tous solidaires dans la maladie, solidaires devant le virus, solidaires. Donc, nous devions adopter des comportements de réciprocité pour se protéger. Non pas se protéger soi, chacun de son côté, mais pour protéger les autres. C'est-à-dire qu'il y a eu dans
dans cette crise pandémique, et il y a dans cette crise pandémique, parce qu'elle est loin d'être terminée, notamment en Amérique latine, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la responsabilité collective. Ce qui est absolument antinomique avec la logique néolibérale, absolument antinomique, parce que le néolibéralisme ne connaît que des individus voulant maximiser leurs intérêts personnels. Et là, on voit à quel point la société ne peut tenir que si les uns par rapport aux autres, nous manifestons une solidarité. Et en particulier dans la crise pandémique, une solidarité vis-à-vis des plus exposés, des plus fragiles, des personnes âgées en particulier, qui sont celles qui sont les plus touchées par, en tout cas, la mortalité du virus. Ça, c'est le premier aspect. Alors, cet aspect-là met en crise l'imaginaire néolibéral. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible avec le néolibéralisme et qui a forcément été, à un moment donné, ressenti par les gens du pouvoir. Nous avons été tout à fait frappés en France d'une sorte de transformation magique, une métamorphose absolument magique, mais de courte durée, malheureusement, du président Macron, qui soudain a fait un discours disant que rien n'était mieux que l'État social, l'État-providence, la protection, les services publics, les soignants, les enseignants, etc., etc., etc. C'est-à-dire un discours qui était celui de la gauche jusqu'à présent. Cela était un symptôme, si je puis dire, un symptôme de la crise de l'imaginaire néolibéral. Mais d'un autre côté, c'est l'aspect contradictoire. La conséquence, c'est la revalorisation de l'idéologie souverainiste, de l'appel à l'État dans sa version la plus, justement, la plus autoritaire, la plus fermée. Et l'image qu'a donnée l'Union européenne à cet égard était une image tout à fait dramatique, parce que le premier réflexe de tous les États a été de s'enfermer, de fermer les frontières, de ne pas céder, de ne pas s'entraider, selon une logique qu'on pourrait appeler la logique du chacun pour soi. Il a fallu attendre beaucoup de temps pour qu'il y ait des manifestations de mutualisation des dettes, et encore, ce n'est pas encore réglé. Donc, l'idée selon laquelle le seul salut viendrait de l'État et de son principe qui est celui de la souveraineté est à mon avis quelque chose qui va renforcer ce que j'ai appelé le néolibéralisme autoritaire, enfin, qui risque de le renforcer. Voilà un peu comment je verrai les choses. Muchísimas gracias. Teníamos una pregunta relacionada con el término solidaridad, porque en el caso del gobierno español durante la pandemia ha utilizado mucho la expresión disciplina social y responsabilidad colectiva, que apelaba a la solidaridad. Pero hemos observado también un desplazamiento del sentido del término solidaridad, que significaba más no hacer que hacer, ¿no? Realmente no hacer nada, estar en casa era ser solidario, ¿no? No estar con los otros era ser solidario. Entonces, de alguna manera habíamos pensado que este término puede estar articulando algunas luchas sociales en torno a él, y nos interesaba ver un poco esa genealogía de cómo ha ido desde los orígenes en la sociología del siglo XX hasta hoy, cambiando ese término de cómo se ha ido desarrollando el concepto de solidaridad. Oui, alors la solidarité, c'est justement une des grandes découvertes
de la sociologie. Donc, il faudrait faire toute l'histoire depuis le début de la sociologie, en particulier avec celui qui est considéré comme l'un des fondateurs de la sociologie, qui est Auguste Comte. Donc, il y a toute une tradition de sociologie en France, mais pas seulement, hein, en Allemagne aussi, qui montre que, au fond, le fonctionnement social ne peut s'expliquer que par des rapports de réciprocité, des rapports d'échange, si je puis dire, entre les individus, le fait que nous ne vivons que par les autres et pour les autres. C'est une grande expression d'Auguste Comte que j'aime beaucoup. Vivre par autrui et vivre pour autrui. C'était son mot d'ordre. Mais vivre par autrui, c'est que nous ne sommes pas viables, si je puis dire, en tant que vivants, en tant qu'humains vivants, nous ne sommes pas viables tout seuls. Bon, c'est assez évident du point de vue de l'enfance. Mais si on poursuit et si on regarde comment nous développons en tant qu'êtres humains, comment nous vivons, nous sommes tous liés les uns aux autres dans toutes nos activités, dans tous les compartiments de notre existence. Et donc, c'est pourquoi l'idée d'une solidarité ou d'une coopération sociale est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est le principe même de la vie. Bon. Alors là, je note tout de suite que si le principe de solidarité et de coopération, c'est le principe de la vie elle-même, de la vie sociale, on voit à quel point la théorie individualiste libérale et encore plus le concurrentialisme néolibéral ont quelque chose de proprement monstrueux, de proprement antisociologique, puisque finalement, la vie serait résumée, la vie humaine serait résumée à une sorte de néo-darwinisme, si vous voulez, de la lutte de tous contre tous, etc. Donc c'est absolument anti-humain, c'est antisocial et anti-humain que de penser que nous sommes tous faits pour lutter les uns contre les autres. Alors la solidarité, elle prend des formes différentes. Bon, un sociologue Durkheim, qui a fait toute une théorie sur les formes de la solidarité, je ne vais pas insister là-dessus, mais ce qui m'a semblé tout à fait frappant, puisqu'on vous m'interrogez sur l'histoire de la solidarité, c'est que toute une partie de la santé publique, des théoriciens et des promoteurs de la santé publique à la fin du 19e siècle, ont utilisé cette catégorie de la solidarité pour parler des épidémies. Les grands spécialistes des épidémies, à partir de 1850 et surtout à partir de 1890, parlent tous de solidarité en disant l'épidémie, l'infection démontre que la solidarité est le principe vital de toutes les communautés humaines. Voilà. Et non seulement ils montrent que le virus ou le microbe est la preuve même que nous vivons tous des uns par les autres, pour les autres aussi, mais démontre aussi que la lutte contre l'épidémie ne peut passer que par la solidarité, que par justement ce qu'on appelait la responsabilité sociale ou la responsabilité collective, que nous avions besoin justement des autres et donc nous devons protéger les autres. En protégeant les autres, nous nous protégeons nous-mêmes et réciproquement. Voilà. C'est le principe de réciprocité qui est prouvé, en quelque sorte, par l'épidémie. Mais plus encore, les épidémiologistes d'il y a un siècle expliquaient quelque chose d'encore plus fort. On disait, nous sommes tous dans le monde, nous sommes tous frères et solidaires devant la maladie, mais aussi nous sommes tous solidaires et frères dans la recherche du médicament ou du vaccin contre l'épidémie. Donc, l'épidémie, elle prouve aussi que nous ne pouvons nous en sortir que ensemble, que tous ensemble. Et peut-être que le drame d'aujourd'hui, c'est que ces leçons ont été fort oubliées
elles ont été fort oubliées. La faiblesse de l'Organisation mondiale de la santé est quelque chose d'assez tragique. Et ce que l'on voit, c'est la faiblesse politique de la coopération. Hein. Alors il y a Trump évidemment, mais il y a aussi tous les autres qui finalement ont cherché à tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire à trouver la solution tout seul. On a vu par exemple la concurrence sur les masques, la concurrence sur les respirateurs, la lutte même pour obtenir le matériel nécessaire entre les pays. Donc on a oublié cette grande leçon qu'il n'y a d'issue face à l'épidémie que collective, que solidaire. Alors ça m'amène à penser justement que le temps du commun est venu, le temps politique du commun est venu pour non seulement faire face aux épidémies, mais le temps du commun est venu pour faire face à la menace extraordinaire, monstrueuse, gigantesque de la crise climatique qui est devant nous. Le 21e siècle ne peut être que le temps du commun, c'est-à-dire le temps de l'organisation politique de l'humanité pour lutter contre les fléaux qui vont affecter tous les pays également. Hein. Donc c'est ça la question politique centrale aujourd'hui. Face au néolibéralisme, face à ces métamorphoses, à ces différentes formes, il faut absolument arriver à affirmer justement la logique du commun, c'est-à-dire la logique finalement d'organiser des communs mondiaux, hein, des communs mondiaux, le commun mondial du climat, le commun mondial de la santé. Tout ça est absolument impératif et peut-être que justement l'occasion de ces crises, c'est de permettre de penser le dépassement, évidemment du néolibéralisme, peut-être le dépassement aussi des formes d'organisation politique interétatique, parce que les États ne sont pas la solution. Les États sont aussi des problèmes, hein, et des sacrés problèmes, parce que précisément, ils sont aussi dans des situations de rivalité interne. Hein. Ils sont pris dans la logique de la rivalité, donc comme on le voit, comme on l'a très bien vu ces derniers mois. Muchas gracias. Vamos a pasar ya a las preguntas a la audiencia, sin abusar mucho de nuestro ponente. Tenemos una pregunta de Jaime que dice: ¿podría explicar la distinción entre lo público y lo estatal en relación a los servicios públicos? Aparece esta distinción en el texto. Oui, très important. Oui, c'est une distinction absolument essentielle. On confond très souvent public et étatique. Publicum, donc dans les langues, dans le latin et dans les langues latines, publicum ne renvoie pas d'abord à l'État, mais à la collectivité tout entière. Donc, il y a eu dans l'histoire une espèce de division qui s'est opérée depuis très longtemps entre le privé et le public, le droit privé et le droit public, le droit privé étant précisément celui des échanges entre particuliers, entre individus, si vous voulez, et le droit public s'appliquant à l'entité étatique. Mais ce n'est que par abus de pouvoir que le public s'est identifié à l'étatique. On peut dire que toute l'histoire de l'État, Marx l'a montré suffisamment, toute l'histoire de l'État, c'est l'histoire d'une monopolisation justement des intérêts collectifs, des intérêts généraux. Ce qui fait qu'à force, on a fini par penser que ce qui était public était forcément étatique. Or, il peut y avoir d'abord un public non étatique. D'abord, il peut y avoir un public régional, territorial, communal, qui n'a rien à voir avec l'État. Il peut y avoir donc une forme de public qui est gérée par la collectivité elle-même. On peut penser, par exemple, je ne sais pas si c'est les expressions que vous utilisez en langue espagnole, mais
un parc public, un jardin public, etc., ne sont pas forcément identifiés à l'État, mais peuvent être gérés par un quartier ou par une ville, etc. Voilà ce que j'ai voulu dire en disant qu'il est extrêmement important de distinguer le public comme relevant de la collectivité et l'étatique. Et le public non étatique, nous l'appelons aussi le commun, justement. C'est ce qui est commun. Au fond, on devrait, si on voulait vraiment faire une révolution dans le langage, vous vous intéressez au langage, on devrait commencer à parler non plus seulement des services publics, mais pour éviter de les confondre avec des services d'État, on devrait les appeler les services communs de la société. Ça serait déjà une façon d'avancer dans la compréhension de ce que sont ces services. C'est une collectivité, c'est une société qui met des moyens financiers, des moyens humains, au service de la collectivité. Et ça fait apparaître alors la société tout à fait autrement, comme un ensemble solidaire, justement, de gens, de personnes qui s'accordent pour organiser des services satisfaisant des besoins collectifs. C'est ça l'éducation publique, la santé publique, c'est ça. Ce n'est pas l'État lui-même qui doit être considéré comme le propriétaire, l'organisateur de ces services-là. Hein. Ça appartient à la société et pas à l'État comme entité, comme personne publique séparée de la société. Voilà, Raimé, ce que je peux vous répondre. Muchas gracias, profesor Laval, por su ponencia. Yo soy Marta y una de las preguntas que nos plantean al hilo de esta distinción terminológica que acaba de hacer, Javier Zamora nos dice que entiende que la metáfora del virus para hablar del neoliberalismo es interesante para comprender sobre todo su carácter expansivo, pero también sus transformaciones, pero se pregunta, sin embargo, hasta qué punto esa metáfora no está reificando el neoliberalismo y transformándolo en una entidad que se autorreproduce integrándolo todo, es decir, ¿qué condiciones deberían, a su juicio, darse para que dejáramos de utilizar el término neoliberalismo en nuestro análisis de esta racionalidad dominante? Muchas gracias. Je n'ai pas très bien compris la question. J'ai pas très bien... Sí, claro. Vous pouvez répéter? Nos pregunta Javier que... ¿qué condiciones deberían darse para que dejáramos de utilizar el término neoliberalismo en nuestro análisis de la racionalidad dominante? Je ne comprends pas. Laisser l'expression, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Cesser du... Cesser? Ah, ne plus. Cesser. Pourquoi il voudrait cesser d'utiliser? Bon, enfin, je vais essayer de répondre. Alors, là où je suis d'accord avec le danger de la métaphore, hein, c'est une métaphore très dangereuse, comparer néolibéralisme et virus, très, très dangereuse, ne serait-ce que parce que ça impliquerait une espèce de naturalisation du néolibéralisme. Or, tout ce que nous avons voulu dire, c'est justement que ce n'était pas une extension naturelle ou spontanée. Il ne faut pas confondre le caractère systémique du néolibéralisme avec une espèce de dynamique spontanée. Ça serait totalement erroné. Ce qu'il faudrait plutôt penser, c'est la construction institutionnelle du néolibéralisme. Ça, c'est un point très important. Donc, je veux bien retirer cette métaphore-là. C'était juste voilà, une image un peu facile. S'il y a des phénomènes mimétiques dans l'extension du néolibéralisme, ce qui est très possible, ces phénomènes mimétiques sont liés aussi à des rapports de force, bien sûr, à la manière dont précisément des puissances privées ou des puissances étatiques peuvent imposer à d'autres pays
donc cette logique normative. Bon, mais je n'ai pas très bien compris pourquoi il faudrait retirer ou cesser d'utiliser le terme néolibéral. Je pense qu'il est encore aujourd'hui très, très utile, même s'il est, comment dire, utilisé abusivement. Moi, je ne suis pas pour cesser de parler du néolibéralisme, je suis pour qu'on évite d'utiliser le terme en le confondant avec précisément ce qu'il n'est pas. Pendant toute une période, par exemple, c'était assez fort, un phénomène assez puissant, assez fort en France, on confondait néolibéralisme et libéralisme ancien. Par exemple, on confondait néolibéralisme et la théorie d'Adam Smith, par exemple. Bon. Donc, on ne voyait pas du tout le caractère nouveau du néolibéralisme. Donc, ça, c'était un point. D'autre part, on le considérait simplement comme une idéologie, bon, voilà, un ensemble d'idées, mais qui n'avait pas d'effectivité concrète dans les conduites des gouvernements, des entreprises et des États. Donc, c'était un deuxième problème. Bon, maintenant, je crois qu'on est dans une période où il faudrait parler des néolibéralismes ou des visages du néolibéralisme ou des formes du néolibéralisme, c'est-à-dire essayer de pluraliser son existence. Voilà. C'est ça que je crois important de faire. Muchas gracias, profesor Laval. Pregunta Professeur también Laval, tout à fait Héctor, répondu, mais bon. ¿qué continuidades? Muchas gracias. Nos preguntaba otro asistente, Héctor, ¿qué continuidades tiene la gubernamentalidad neoliberal con aquella de etapas anteriores del capitalismo? La continuité entre... Pardon, excuse-moi, mais il y a un problème de son. La continuité entre le néolibéralisme d'aujourd'hui et des formes antérieures du capitalisme. C'est ça qui est... Sí, entre la gubernamentalidad neoliberal y las etapas anteriores del capitalismo. D'accord. Ah oui. Oui, ça c'est une excellente question. C'est une question très, très importante qui revient à ce que je disais tout à l'heure. Finalement, qu'est-ce qui est de nouveau dans le néolibéralisme? Qu'est-ce qui le distingue? Qu'est-ce qui le spécifie? Alors, comme Noëlla l'avait rappelé tout à l'heure, j'ai commencé mes travaux pendant très longtemps sur l'utilitarisme du XVIIIe siècle, XVIIIe et XIXe siècle. Et puis, j'ai beaucoup travaillé aussi sur ce que j'ai appelé la naissance de l'homme économique. J'ai écrit un livre là-dessus, sur une généalogie finalement de l'homme économique. Et ce qui est tout à fait frappant, alors je n'ai pas le temps de développer évidemment tout cela, c'est que ce qui apparaît dès même la fin du XVIe siècle et XVIIe siècle, c'est l'apparition d'une nouvelle figure humaine qui même précède l'expansion du capitalisme. Ce n'est pas du tout une idéologie qui serait un effet du capitalisme développé, pas du tout. C'est avant même le développement du capitalisme moderne, disons à l'époque du capitalisme commercial, si vous voulez, à l'époque de l'étape commerciale du capitalisme, eh bien, naît une représentation de l'homme et de la société comme un homme intéressé, qui est conduit par son intérêt individuel, et la société est comparée à un marché où s'équilibrent des offres et des demandes. Tout ça est très ancien. Ça ne date pas d'Adam Smith. Adam Smith a fait une synthèse de formes de pensée, de types de pensée qui sont répandues, développées au moins 2 siècles avant lui. Bon, ça c'est très important à dire. Mais ce qui était frappant,
dans toute cette période et jusqu'au 19e siècle, c'est premièrement la naturalisation de ces formes-là, c'est-à-dire que l'homme est ainsi fait, c'est sa nature. Bon. Donc on n'y peut rien, et la société est un marché, voilà, naturellement un marché. Et les institutions, les lois, etc., n'y sont pour rien. Ou plutôt, les lois, les normes, les institutions doivent refléter la nature humaine et la nature de la société. Vous voyez, donc, finalement, les premières formes de pensée, si vous voulez, de représentation, sont des formes naturalistes. Et alors, c'est plus compliqué chez quelqu'un comme extrêmement intéressant, sur lequel j'ai passé des années et des années, qui s'appelle Jeremy Bentham, qui est un auteur absolument essentiel, me semble-t-il. C'est plus compliqué parce qu'il y a déjà une forme de constructivisme chez lui. Bon, parce que c'est un juriste, etc. Mais ce qui va caractériser le néolibéralisme, c'est qu'il vient donc au XXe siècle comme répondre à la crise du naturalisme libéral classique. Se laisser faire, laisser passer, cette nature humaine et cette nature sociale sont entrées en crise. Pourquoi? Parce qu'elles entraînent pauvreté, misère, etc., et qu'il y a une très forte contestation sociale. Et puis, d'autre part, parce que il y a des crises économiques absolument énormes, gigantesques, dont la crise de 29. Donc, on ne peut plus tenir le même discours selon lequel, finalement, l'homme est naturellement intéressé et la société est naturellement un marché. Il faut penser à autre chose. Et puis, il y a ce que les néolibéraux vont appeler le danger totalitaire. C'est d'un côté le nazisme, de l'autre côté le communisme. Et il faut trouver une réponse. Et la grande invention néolibérale, cette formidable tentative de refondation du libéralisme, cette refondation, elle s'appuie sur l'idée selon laquelle le marché n'est pas totalement naturel, en tout cas il a besoin d'un cadre juridique, il a besoin d'un code juridique, il est affaire, alors, pas pour Hayek, mais il est affaire quand même de construction juridico-politique. Le marché, au fond, n'est pas naturellement viable, il faut en tout cas qu'il soit constamment entretenu et que l'État intervienne et que le droit soit toujours présent. Donc l'idée, penser que le capitalisme est d'abord une affaire juridico-politique, c'est une grande nouveauté. Voilà, c'est une grande nouveauté, c'est une prise de conscience chez les libéraux qui n'avait pas eu lieu avant. Et c'est la possibilité ouverte d'un interventionnisme néolibéral, d'une gouvernementalité néolibérale. Voilà ce que dit Foucault, en gros. Foucault, c'est ça qui fait, parce qu'il s'intéresse à la façon dont les sociétés sont gouvernées. Ce qu'il découvre, c'est qu'avec le néolibéralisme, on a affaire à une réalité nouvelle, à une forme de pensée nouvelle et surtout à des modes d'intervention qui sont nouveaux et qui vont permettre justement, ce qu'il n'a pas pu complètement voir parce qu'il est mort avant, qui vont permettre justement cette extension de la logique du capital à l'ensemble de la société. Et vous prenez la transformation du secteur de la santé en entreprise, selon des principes de rentabilité, vous avez vraiment là un cas assez clair de ce que fait le néolibéralisme. Quand vous prenez l'éducation supérieure ou l'éducation secondaire ou même primaire, vous apercevez à quel point le néolibéralisme est un interventionnisme qui vise à introduire justement la norme de la concurrence dans partout. Et donc ça ce n'était pas pensable tout à fait dans le libéralisme classique. L'éducation, la médecine, etc., n'étaient pas pensées de cette façon-là. Muchas gracias, profesor Laval. Nos pregunta Florencia si considera que es específico de este neoliberalismo autoritario el hecho de que sea misógino y heteronormado o si eso es tangencial.
Oui, alors c'est vrai que si vous prenez Salvini en Italie, Trump ou Bolsonaro, vous avez la quintessence du machisme. Ça ne fait aucun doute. On peut dire qu'il y a un machisme ou un virilisme qui est propre à l'autoritarisme. Moi, je crois que c'est tout à fait une composante extrêmement importante, effectivement, du néolibéralisme autoritaire. Ce que j'ai dit, c'est qu'au fond, il y a une sorte de réhabilitation du pouvoir du père, du pouvoir du mari, du pouvoir masculin en général, parce que c'est aussi le pouvoir du capital. C'est-à-dire qu'il y a une conjonction, une homologie, et je dis une homologie entre les pouvoirs traditionnels et les pouvoirs du capital. Alors, on peut dire, d'un certain côté, on peut insister sur le fait que c'est une régression viriliste très affirmée, très prononcée, mais il ne faudrait pas oublier qu'il n'y a pas justement que ça. Ça se conjugue avec une réaffirmation des droits économiques des propriétaires, des puissants d'argent. Ça me paraît aussi très important. Alors, c'est une normalisation aussi des comportements sexuels de façon générale, qui me semble être liée aussi à un phénomène de guerre menée contre des fractions importantes de la société. C'est-à-dire que le néolibéralisme autoritaire est une forme de guerre, de guerre civile, où il faut trouver des ennemis. Il faut trouver des ennemis. C'est difficile de les trouver dans le communisme, comme c'était le cas avant. La grande menace sur la société, c'était le communisme. C'est très difficile de l'envisager aujourd'hui, donc il faut trouver d'autres ennemis. Les ennemis, ça peut être des minorités raciales, ça peut être des minorités sexuelles, ça peut être des minorités intellectuelles, ça peut être toutes sortes de minorités qui sont désignées comme la cible justement du danger, comme la source du danger, et donc comme la cible des attaques. Alors, il faut bien voir aussi que ça permet d'envisager une coalition qui ne serait pas néolibérale. Et c'est ce que propose Nancy Fraser. Elle dit qu'il faudrait cesser finalement de voir des mouvements féministes qui pactisent avec le néolibéralisme, cesser d'avoir des mouvements écologiques qui pactisent avec le néolibéralisme. Il faudrait que ces mouvements-là, très importants, soient des mouvements aussi sociaux qui puissent s'allier, tisser des alliances avec les mouvements paysans, avec les mouvements ouvriers, avec les mouvements de chômeurs, etc. Donc recréer une coalition de nature différente, une coalition anti-néolibérale, progressiste. Donc voilà, on est aussi dans une période, j'ai appelé ça le temps du commun est venu, mais je dis le temps des alliances. Le temps des alliances est venu, le temps des fédérations est venu, le temps de la transversalité entre les mouvements est plus urgent que jamais. Muchas gracias, profesor Laval. Vamos cerrando el turno de preguntas, aunque insistimos en que ha suscitado un gran interés y hay muchísimas. Diego nos decía que le gustaría saber su opinión sobre hasta qué punto ese neoliberalismo aparentemente progresista y aliado de ciertas causas sociales ha podido ayudar a dividir movimientos como, por ejemplo, el feminismo radical en favor de ideas de un carácter más identitario o individual como las que defienden el feminismo liberal o la teoría queer. Oui, alors mon point de vue, il est le suivant. Il y a
il n'y a pas contradiction, si je puis dire, il ne devrait pas y avoir de contradiction entre la diversité des causes, la diversité des luttes, qui à chaque fois ont des points d'application différents, et la transversalité dont je parle. Je préfère le terme de transversalité d'ailleurs au terme d'intersectionnalité qui est assez compliqué. Je pense que nous sommes tous multiples, nous sommes divers, nous sommes traversés. C'est ça la transversalité, nous sommes traversés au fond par des logiques différentes, mais qui peuvent trouver à s'allier justement, à se composer autrement, quand on considère que l'on a justement affaire à des adversaires identiques, à des adversaires qui ont une identité. Et donc, c'est tout l'enjeu de la compréhension de ce qu'est le néolibéralisme comme rationalité totale. C'est très important de penser que c'est une rationalité totale qui affecte tous les secteurs et tous les comportements. Et cette logique normative totale, en fait, est la base même des coalitions de demain, hein, qui fait que toute lutte, la lutte antiraciste, la lutte féministe, la lutte écologique, etc., doivent trouver justement des alliances, des possibilités, des bases d'alliance dans le fait que toutes ces luttes affrontent finalement une rationalité qui s'applique à tous les domaines. Voilà ce que je crois possible, ce que j'espère. Hein. Donc, trouver les moyens de constituer, alors pour employer un langage un peu gramscien, un bloc démocratique, voilà, un bloc progressiste ou démocratique qui comprendrait toutes les formes de lutte, mais cela suppose de surmonter, je dirais, son propre rétrécissement, son propre enfermement. La question de l'identité est une question qui est légitime, mais qui risque d'enfermer. Il faudrait que tous les mouvements donc, ouvrent les œillères. Il y avait quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelait Félix Guattari. Félix Guattari qui a écrit avec Deleuze un certain nombre de livres, expliquait la transversalité ainsi. Il comparait à des chevaux qui ont des œillères. Voilà. Ils ont des œillères, on les fait marcher avec des œillères. Et il dit le degré de transversalité, c'est le degré d'ouverture des œillères. Plus ces œillères sont ouvertes, plus le cheval peut voir autour de lui ce qui se passe. Bien, je crois que tous les mouvements sont un peu comme les chevaux, avec des œillères. Bon, et qu'il faudrait arriver à ouvrir ces œillères et à voir que les combats qui se menaient à gauche et à droite, finalement, nous concernent aussi. Et voilà ce que j'appelle la transversalité heureuse, la transversalité féconde, qui permettrait justement d'arriver à une lutte pour le commun. Voilà ce que je peux répondre avec ma métaphore des chevaux. Muchas gracias, profesor Laval. Bueno, ya voy a trasladar la última pregunta. Antes también muchísimas gracias a nuestro intérprete, Marcelo, por su esfuerzo. No queremos abusar ya más de él, tampoco queremos abusar más de usted, profesor Laval, así que paso a la última pregunta. Nos la formula Nieves Galera y dice que ha comentado hace unos minutos que en el neoliberalismo progresista cada persona tiene que ver su potencial y maximizarlo. Desde esta lógica, cada persona debe desarrollar sus competencias para salir de su lugar social y ser reconocidos. La pregunta es si esto es igual para todas las clases sociales o si podríamos hablar de estrategias diferentes en función de la clase social. ¿Es esto igual para las clases medias y altas? Bueno, muchas gracias, profesor. Ben, en fait, c'est donc une stratégie. Hein. Donc une stratégie, par définition, c'est pas une réalité constituée,
c'est plus qu'une idéologie, hein, c'est une stratégie qui comporte toute une série de mesures, de facilitation, etc., etc. Alors, bah, les classes dominantes, en fait, elles sont collectivistes. Il n'y a pas classe plus collectiviste que les classes dominantes. Elles s'entraident, elles sont solidaires, ne serait-ce que par le mécanisme de l'héritage, héritage culturel, héritage économique, et puis, comme on dit en français, je ne sais pas comment on dit en espagnol, mais c'est l'entre-soi. On reste entre soi, donc on manifeste vraiment une très très grande solidarité. À la limite, maximiser son potentiel pour les membres de la classe dominante, ça passe précisément par le soutien collectif. Pour les classes populaires, alors c'est pour ça que cette stratégie, elle vise plutôt les classes populaires aujourd'hui, pour en quelque sorte désamorcer le mécontentement, pour insuffler, si je puis dire, instiller, introduire dans les classes populaires un individualisme radical. Si vous voulez, d'un point de vue sociologique, on est devant le paradoxe suivant. Les classes dominantes sont collectivistes dans leur comportement. Et il s'agirait de déconstruire toute forme d'esprit collectif dans les classes populaires. Voilà. Pour les affaiblir, bien entendu. Pour les affaiblir encore un peu plus. Et pour moi, cette stratégie d'ubérisation, si je puis dire ainsi, pour schématiser, pour simplifier, cette idéologie de la start-up, de la petite entreprise personnelle ou de l'auto-entreprise, c'est vraiment une façon, c'est croire qu'on pourra défaire les classes populaires, les décomposer en tant que classe par ces modes de relation hyper individuels à des plateformes numériques. Voilà. Je pense que dans la numérisation de l'économie, dans la digitalisation de l'économie, avec ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme, il y a une vraie stratégie qui vise à enchanter le potentiel individuel, la potentialité individuelle. Et donc, c'est une forme, là aussi, de guerre. Hein. Faire en sorte que chacun soit libre d'être exploité. Voilà, si je veux résumer. Être libre, parfaitement, se sentir complètement libre d'être exploité par la plateforme numérique. Donc, ce n'est pas facile à combattre. Les syndicats ont du mal à organiser cette nouvelle forme de travail. Mais c'est un enjeu tout à fait considérable. Parce que justement, ça pourrait faire que beaucoup de jeunes membres des classes populaires adhèrent au moins en partie, au modèle de vie, à la forme de vie néolibérale. Et ça serait finalement assez tragique. Voilà, c'est une note un peu triste, je termine là-dessus. Je voudrais remercier je n'oublie pas de remercier Marcelo, le traducteur, qui a eu une partie difficile, hein, mais qui était admirable. Et puis merci à tous et à toutes. Bueno, muchas gracias por la conferencia, muchas gracias por las preguntas y las respuestas, y ha sido de verdad una oportunidad para todos nosotros y nosotras que estamos imbuidos en este neoliberalismo y además en tiempos de pandemia. Y queríamos dar las gracias al profesor Laval, a Marcelo y a todos, también a los técnicos que han logrado que esto fuera posible. Y solo recordaros que ya mañana tenemos una sesión que es una mesa redonda que conecta con estas derivas autoritarias del neoliberalismo, que es sobre la expansión del negacionismo
y sobre todo vamos a hablar del negacionismo del cambio climático y el negacionismo científico también en relación a la pandemia, etc. Así que os esperamos mañana y todas las cuestiones técnicas de Moodle y para los estudiantes de doctorado enviaremos unos mensajes entre hoy y mañana para que todo eso esté resuelto. Pues cerramos ya la sesión y muchísimas gracias por acompañarnos. Merci et à bientôt à Madrid.